Bonjour, c'est Caroline à la librairie Le Fayère à Rennes. Charles Aubert signe avec Bleu Calypso le 3e tome de sa trilogie. Trilogie aux intrigues bien ficelées, mais aussi empreintes de poésie et de nature. Ça en fait tout le charme. Louis Beauvais est éditeur d'une maison d'édition dont nous aimons l'exigence, l'une de celles qui privilégie la qualité à la quantité. Les éditions Slatkin et compagnie. Leur devise est la suivante, la douceur et la traduction du mot Slatkin. C'est notre raison d'éditer. Ce qui se lit aujourd'hui avec Charles Aubert et Louis Beauvais. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de la librairie Le Fayère à Rennes, podcast réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et son éditeur aujourd'hui avec des histoires de meurtres sur des étangs du sud de la France en votre compagnie. Charles Aubert, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes l'auteur de 3 romans parus aux éditions Slatkin et compagnie. Votre éditeur Louis Beauvais nous rejoindra dans la seconde partie. 3 livres qui mettent en scène un homme prénommé Niels, mais aussi son voisinage et un gendarme enquêtant sur des meurtres, ici sur l'étang de Thau. Et à chacun de vos romans, vous leur avez donné le nom que Niels a trouvé pour nommer ses leurres qu'il vend aux pêcheurs. Dans l'ordre, il y eut Bleu Calypso, Rouge Tango et le nouveau roman, c'est Vert Samba. Ce Niels, c'est donc un pêcheur et un vendeur de leurres et de matériel de pêche, un homme qui se voudrait bien retirer du monde, mais qui est rattrapé par le monde, par les différentes affaires et différents meurtres qu'il trouve. Dans le premier roman, c'était par hasard, sur une photographie qu'il avait prise sur l'un des étangs de Montpellier. Et il est plutôt passif aussi. C'est un homme qui vit dans sa cabane, qui vit retiré du monde. Qui est-il pour vous, cet héros qui en fait serait plutôt un anti-héros, Charles Aubert ? Alors exactement Arnaud, c'est totalement un anti-héros. En tout cas, c'est comme ça que je voulais créer ce personnage. Au démarrage, donc Niels est directeur commercial pour une compagnie d'assurance à Paris. Et puis il décide un jour de changer de vie en fait. Il en a ras-le-bol de la société comme elle est à l'heure actuelle. Il se retrouve plus dans son métier non plus. Il trouve la société trop violente, trop égoïste. En même temps, dans sa vie, il est dans une période où il vit une rupture amoureuse. Donc il décide de faire un grand reset. Donc il quitte Paris. Il négocie son départ dans sa compagnie d'assurance et il vient s'installer entre Montpellier et Sète, entre les étangs salins qui bordent cette partie du littoral et la mer Méditerranée. Donc comme vous l'avez dit, il s'installe dans une cabane, c'est des cabanes qui existent. Vu la décroissance, c'est ce mot-là, il apparaît dans votre livre, notamment pour le désigner lui, et surtout son voisin, Vieux Bob, qui au fur et à mesure va se révéler être un restaurateur étoilé précédemment, et qui dans le 3e roman va faire travailler les résidents d'un ESAT. Alors tout à fait, Vieux Bob, lui est un décroissant revendiqué, alors que Niels, lui, il met pas de mots forcément là-dessus. Passif jusque-là. Voilà, lui, il est un petit peu, voilà, il fait de la prose sans le savoir, voilà. Donc lui, il est décroissant sans trop se le dire, mais il répond à une vraie volonté de changer de braquet dans sa vie et de vivre une vie apaisée. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, les événements vont faire en sorte que ça va pas se passer comme il avait prévu. Et malgré lui, c'est un malgré lui en fait. Il va être entraîné dans des aventures qui le dépassent et pour lesquelles il n'est pas forcément équipé. Voilà, parce qu'il est passif jusque-là, ça va être par hasard, même qu'une femme va rentrer dans sa vie. Ici, ils sont en couple dans le 3e roman. Dans le premier, il découvre que Vieux Bob a une fille, et c'est de cette fille dont il va devenir amoureux au fil de vos 3 romans, Charles Aubert. Un homme passif, vous l'avez dit, un homme malgré lui, mais que vous dérangez sans cesse. C'est le plaisir, ça, de l'écriture, et c'est l'une des idées originelles de cette série de romans. Cet homme qui, malgré lui, va devoir être dans l'action, va devoir se sortir de lui-même. Bah oui, quand on écrit, on est un petit peu des pervers, on met des pauvres personnages dans des situations qui les dépassent et on regarde un petit peu comment ils se débrouillent. Oui, j'avais vraiment envie de parler d'un personnage dans lequel les lecteurs et les lectrices puissent se projeter plus facilement. C'est pas un super-héros. Et voilà, il n'a pas des capacités ni physiques ni intellectuelles au-delà de la moyenne, mais il va vivre ça avec sa façon de voir la vie, sa poésie, son humour aussi.
parce qu'il y a un petit peu d'humour aussi dans cette série de romans. Et comme vous le disiez aussi, dans sa relation amoureuse ou pas avec Lizzie, donc qui est la fille de son voisin de cabane, de Vieux Bob. Il va aborder ça aussi d'une façon un petit peu sans se projeter en fait, puisque là il est dans une période de sa vie où comme je disais précédemment, il a eu une rupture amoureuse. Il a plus du tout envie non plus de se relancer dans une aventure amoureuse, donc il est aussi dans un moment où il veut aussi faire un reset, comme je disais tout à l'heure, à ce niveau-là aussi. Et il va rencontrer donc Lizzie, et elle va essayer de le ramener vers le sentiment amoureux qu'il avait déserté. Voilà. Donc là aussi, elle lui reproche, elle lui intimide. Dans Vers Samba, il y a un passage où elle lui dit, alors je l'ai plus évidemment de mémoire, Charles Aubert, je vous prie de m'en excuser, mais elle lui dit en gros, bouge-toi et engage-toi. Oui. Ouais, oui, tout à fait. Elle, c'est l'élément moteur en fait du binôme. Donc, elle va essayer de le pousser justement, de le ramener vers cette vie sociale et cette vie amoureuse qu'il avait un petit peu évitée, dans laquelle il voulait pas se projeter. Il voulait plus se projeter. Donc, effectivement, voilà, c'est le jeu entre ces deux personnages qui sont très différents. Et c'est ce qui fait un petit peu le piment et le sel de la série de romans. Mais ça vous a amusé, Charles Aubert, à construire justement des personnages qui se retrouvent et qui viennent d'horizons différents. Il y a un gendarme qui apparaît dès le premier roman, il y a cette Lizzie qui est journaliste et qui va, au fil de vos romans, créer son site internet d'infos, d'investigation et qui va vouloir ici dévoiler, dénoncer le passé très à droite, voire même carrément néo-nazi, d'un candidat à la mairie de Montpellier. Et puis lui, cet homme qui est au milieu de tout cela et qui va devoir agir malgré lui et qui prend des coups, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans vos romans, c'est qu'il y a 3 romans et là vous faites pas un reset à chaque fois, c'est-à-dire qu'il évolue aussi, il prend des coups, il est marqué physiquement par ce qui lui arrive et ce qu'il subit. Alors tout à fait. Alors, donc c'est une suite de romans, mais on peut les lire indépendamment. On peut lire Vers Samba sans avoir lu les 2 autres, mais il vaut mieux lire dans l'ordre si on veut voir un petit peu la méta-histoire qui est au-delà des intrigues policières. Et effectivement, c'est quelqu'un qui prend des coups, qui est abîmé par la vie, comme on peut l'être, je pense, quand on arrive à un certain âge, où on a un petit peu bourlingué. C'est rare, je pense, de traverser la vie en évitant les gouttes. Donc, lui, il a malheureusement cette capacité à attirer un petit peu la foudre. Et effectivement, il est pas, je le ménage pas dans les 3 romans. Il en prend pour son grade, mais bon, c'est tout l'intérêt aussi de comme je disais précédemment, de mettre un personnage dans des situations un petit peu déroutantes pour voir un petit peu comment il va s'en sortir, quoi. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est des romans qui sont écrits à la première personne du singulier. Voilà. Et on traduit à chaque fois la vision de Niels, la vision de la vie, la vision de l'amour, la vision des relations humaines. Et on va voir au fil de la série qu'il a une vision qui est un petit peu différente de celle du plus grand nombre, en fait. Mais c'est important, ça, pour vous, dès le départ, qu'on soit à la première personne, c'est-à-dire qu'aussi vous situez le lecteur un tout petit peu en avance peut-être de Niels, mais c'est pas le narrateur omniscient, le lecteur en sait pas forcément beaucoup plus. Non, on traverse les aventures et chaque intrigue policière à travers l'expérience et la vision de Niels. Donc on va vraiment avancer en même temps que lui. Le lecteur n'aura pas voilà, il sera pas en avance effectivement sur l'intrigue, il va pas avoir d'éléments. Il aura juste les éléments que Niels va pouvoir découvrir ou qui vont se révéler à lui. Alors effectivement, il y a donc 2 histoires dans chacun de vos romans, Charles Aubert. Il y a l'histoire qui va se passer au sein d'un même roman. Donc dans le premier roman, c'était sur une photo, on découvre un cadavre et puis on va découvrir qu'il y en a d'autres. Et là, sur le troisième, Vers Samba, c'est autour des résidents d'un ESAT. Et là aussi, autour d'un étang, l'étang de Thau, vont être découverts plusieurs cadavres. Et puis il y a cette autre histoire qui du coup est la continuité entre chacun, qui est l'évolution des personnages, ceux qui apparaissent, ceux qui disparaissent, les relations qui peuvent changer ou qui peuvent évoluer d'un roman à un autre. Est-ce que ces 2 dimensions-là, elles étaient présentes dans la volonté d'écrire dès le départ, Charles Aubert, pour vous? Ah oui, tout à fait. Effectivement, moi, au démarrage, ce qui m'intéressait, plus que les intrigues policières, plus que les histoires, c'est la construction des personnages. En fait, moi, avant d'écrire, je suis un lecteur.
Et si je me penche derrière moi et que je fais le bilan de tous les livres qui m'ont marqué au cours de ma vie, souvent, je ne me rappelle pas l'histoire, forcément. Par contre, il y a deux choses dont je me rappelle à chaque fois. C'est le style de l'écriture, c'est-à-dire la façon dont l'écrivain a transmis son histoire, a raconté son histoire, et ce sont les personnages. Donc pour moi, les deux piliers d'un roman, d'un bon roman, ça va être le style d'écriture de l'auteur, ça j'y suis très attaché, et aussi la profondeur des personnages. Donc bien évidemment, en écrivant Bleu Calypso, Rouge Tango et Vers Samba, ce qui a été au démarrage, en fait, c'est ces personnages. C'est de pouvoir créer toute une galaxie de personnages différents auxquels on puisse s'attacher, qui ont une certaine vision de la vie, qui abordent certains thèmes aussi. C'est-à-dire, on va parler par exemple du rapport au travail, du rapport à la nature, qui est aussi un des personnages de la série. Avec Vers Samba, on parlait des AT, d'un établissement pour les travailleurs handicapés. Donc effectivement, il y a aussi le rapport à la différence qui est un sujet prégnant, et notamment dans le troisième opus. Donc voilà, donc effectivement, au-delà de l'intrigue policière, quelque part même l'intrigue policière est un alibi pour parler d'autres thèmes en fait. Et souvent, dans la littérature policière, on a souvent, bien sûr, une intrigue policière, mais on a aussi des thèmes qui sont abordés. C'est le cas du roman noir, du polar social, ouais, voilà, du polar psychologique aussi, où on peut aborder les thèmes. Un type de roman très sociologique. Hein. Tout à fait. Le reflet d'une époque. Tous vos romans, vos 3 romans, dans chacun des chapitres, il est question de thé, et chacun des chapitres débute par une citation, un haïku, donc japonais. Pourquoi cette présence de ce Japon et de ce Japon-là dans chacun de vos livres pour les rythmer? Alors bon, moi déjà je suis très féru de culture japonaise. Peut-être la ressemblance que je peux avoir avec Niels, c'est sur ceux qui nous a construits. Avant d'écrire, je suis un lecteur et je me suis énormément construit à travers mes lectures, et notamment des lectures des bouquins japonais. Donc tout ce qui a trait à la culture japonaise, à la poésie japonaise me touche beaucoup. Et alors les haïkus, ils sont pas là par hasard. C'est vrai que je me suis amusé. Alors c'est un petit jeu aussi. Hein. Chaque chapitre débute par un petit haïku. Alors quand on lit le haïku avant le chapitre, bien sûr on se dit mais qu'est-ce que ce petit poème vient foutre à ce niveau-là? Mais une fois qu'on a fini le chapitre, si on a la curiosité de revenir vers le haïku, on va s'apercevoir qu'il était là pour donner une petite indication du chapitre qui vient. Il vient de donner, ou alors des fois c'est un petit clin d'œil, ou alors ouais, et même parfois il donne un petit indice. Notamment dans Vers Samba, sur le chapitre qui vient. Donc voilà, c'est un petit jeu avec le lecteur, mais c'est aussi une façon aussi de créer aussi une pause dans la lecture du roman. Voilà, c'est des romans qui n'ont pas un rythme échevelé. Hein, je veux dire, bon, il se passe beaucoup de choses, mais c'est une lecture que je souhaite aussi parfois, qui prend son temps avant de conduire le lecteur vers un rythme un peu plus soutenu. Voilà, j'aime bien ménager aussi les pauses, et le haïku, il est là aussi pour ménager une pause. Dans cette série de podcasts, Charles Aubert, on s'intéresse également donc à la relation de l'auteur et de l'éditeur. Oui. Vous avez envoyé votre manuscrit à cette maison qui vous publie aujourd'hui, Slatkin & Co. Pourquoi vous avez choisi cette maison-là? Alors, bon, en fait, moi, quand j'ai fini de rédiger le manuscrit de Bleu Calypso, donc j'ai fait une sélection je crois que c'était une dizaine de maisons d'édition. Vers qui je me suis dit qui serait susceptible d'accueillir ce manuscrit. Et en fait, le choix, il s'est fait d'une façon très simple. J'ai sélectionné des maisons d'édition qui avaient des titres que j'aimais bien. En fait, j'étais dans ma bibliothèque, tout simplement. J'ai regardé ce que j'avais. Alors, j'ai éliminé quelques maisons dont je savais que leur ligne éditoriale ne correspondrait pas forcément avec ce que j'écrivais. Et j'ai gardé une dizaine de maisons d'édition qui me semblaient cohérentes avec ce que j'avais rédigé. Donc c'est comme ça que j'ai envoyé mon manuscrit aux éditions Slatkin & Company. Et effectivement, alors je l'ai envoyé par courrier. Hein, moi, je connaissais personne. Ça existe encore. Ça. Oui, mais c'est vraiment J'avais aucun contact dans le monde de l'édition. Je l'ai envoyé vraiment comme on envoie une bouteille à la mer. Hein. J'ai envoyé le manuscrit. Il est arrivé ici. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si Louis et Henri, mes éditeurs, s'en souviennent. Je ne sais pas.
mais ils ont commencé par refuser. J'ai commencé par recevoir un mail qui disait le sempiternel mail que les auteurs reçoivent quand ils cherchent à se faire éditer, c'est-à-dire malgré d'évidentes qualités littéraires, votre manuscrit ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Donc ils ont commencé par m'envoyer ce mail, sauf qu'une demi-heure après, j'ai Henri qui m'a téléphoné en me disant qu'ils avaient envoyé le mail un peu vite et que finalement ils avaient lu quelques lignes de plus et que ça les avait accrochés. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment pas un parcours du combattant parce que finalement tout s'est fait d'une façon très simple et très, très rapide. Mais c'est vrai que c'était un moment magique et je pense que chaque auteur qui a la chance d'être publié se souvient avec une tendresse toute particulière de ce jour unique parmi tous les jours qu'on peut vivre dans une vie où quelqu'un ou un éditeur vous a dit oui. Voilà. Je crois que on peut ramener ça au premier jour où la première fille vous a dit oui fois aussi. Importante. Ça fait partie des premières fois, effectivement. Voilà. Est-ce que ce sont des textes qui ont été beaucoup travaillés, beaucoup retravaillés? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours entre vous et l'éditeur? Et puis je rajoute une question à ma question. 3 romans en peu de temps. Évidemment, ça a évolué aussi, ça. Alors effectivement, le métier d'un éditeur, mais Louis vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, c'est que au-delà de faire imprimer, de faire distribuer des bouquins jusque chez des libraires et jusqu'au lecteur au final, le but c'est aussi d'avoir un travail sur le texte. Alors moi, il y a beaucoup mes textes, c'est-à-dire que ce que je vais envoyer à mon éditeur, c'est un manuscrit abouti, c'est-à-dire que je l'ai écrit, j'ai fait un gros travail de correction, je l'ai relu, je l'ai retravaillé, et quand je pense avoir atteint un point le plus proche possible du résultat final, je lui envoie à ce moment-là. Ça lui permet, lui, déjà d'avoir le moins de travail possible et qu'on parte pas d'une feuille blanche, quoi, hein. Et effectivement, après, il y a un travail, ce qu'on appelle le travail de correction, c'est des allers-retours qui se font entre l'éditeur et l'auteur. Donc là, moi, je fais ça avec Louis, et ça, c'est chouette parce que l'éditeur va nous apporter un regard extérieur, parce qu'on a très peu de recul sur son texte, hein. On vit avec son texte pendant une année. Au bout d'un moment, il nous sort par les yeux, hein, parce qu'on l'a tellement lu, on l'a tellement corrigé que on voit plus rien en fait, hein. Donc lui, il est là pour vraiment nous attirer notre attention sur des petits détails. Alors les corrections qu'on fait ensemble, ça va être sur des tournures de phrases, sur peut-être retravailler un personnage ou un passage. Voilà, ça va être de cet ordre-là. Et ce qu'il y a de bien, moi, et ce que j'apprécie énormément dans le travail avec mon éditeur, c'est que déjà on fait ça dans une très très bonne ambiance, une très très bonne intelligence, et puis c'est l'auteur qui a le final cut, si on peut dire. C'est-à-dire qui décide à la fin quelle vision finale. C'est-à-dire que si sur les corrections qu'il va me proposer, je vais peut-être en prendre 80%, parce que je trouve qu'il a raison, et effectivement il a souvent raison, et après il y a une partie où je ne vais pas être d'accord, et la chance que j'ai, c'est que je travaille avec un éditeur qui accepte que son auteur prenne son risque et décide, quand il y a un arbitrage à faire, que ce soit l'auteur qui ait la décision finale. Donc ça, c'est très... Je pense que c'est pas toutes les maisons d'édition qui travaillent comme ça, et pour moi, c'est vraiment un confort, et ça, voilà, et c'est aussi une marque de confiance qui est appréciable. Vous avez dit, Charles Aubert, quand vous avez écrit le premier manuscrit, pour l'envoyer, vous avez fait une sélection de maisons d'édition, notamment en regardant ce qu'il y avait dans votre bibliothèque. En quoi, selon vous, vos 3 romans correspondent à ce que publie par ailleurs Slatkin et compagnie? Déjà, moi, aux éditions Slatkin et compagnie, il y avait quand vous allez sur leur site internet, vous allez voir qu'il y a marqué « La douceur de lire ». Voilà, déjà, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a plu, parce que moi, je savais que le polar que j'écrivais, c'était pas un polar très violent, c'est-à-dire que c'est pas un polar, c'est pas... Alors, il y a des cadavres, hein, parce que c'est une figure imposée du polar, mais il n'y a pas des pages et des pages où je disserte sur les meurtres, il n'y a pas de la cervelle à toutes les pages, donc, et je savais que c'était un polar un peu atypique dans le sens que c'est un polar doux, c'est-à-dire que voilà, ça c'est pas très violent. Donc moi, le fait que leur slogan c'était la douceur de lire, déjà ça
ça me vous rassurait. parlait, ouais. Et puis, dans leur maison d'édition, il y avait un auteur comme Marc Woltenhauer, par exemple, qui est un auteur de polar suisse, qui écrit aussi des polars qui prennent le temps aussi, des polars d'atmosphère. Donc ça aussi, ça me permettait de voir que j'avais une certaine parenté avec ce genre d'auteur. Et puis aussi, parce qu'il faut quand même le préciser, Slatkin et compagnie, c'est une maison d'édition qui n'est pas vouée qu'au polar, hein. C'est un genre parmi tant d'autres, hein. Donc c'est une maison d'édition qui accueille Luca Di Fulvio, notamment, qui est un auteur italien que j'apprécie énormément. Alors lui, c'est pas du tout du polar, hein. Donc, et puis ils ont toute une foultitude d'auteurs, on peut dire en littérature blanche, avec lesquels je me sentais aussi des atomes crochus. Donc voilà, donc je me disais peut-être avec un petit peu de chance, on sait jamais, bien. sur un malentendu, on C'est sait ça. jamais. Et puis voilà, ça a fonctionné quoi. Voilà. Voilà, on va écouter Louis Beauvais, votre éditeur, dans un instant. Puis je rappelle donc Vers Samba, c'est le titre de votre 3e roman qui paraît aux éditions Slatkin et compagnie. Charles Aubert, merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Nous poursuivons ce podcast de la librairie Le Fayère consacré donc aux éditions Slatkin et compagnie, après avoir entendu Charles Aubert nous parler de ses 3 romans, dont le dernier en date, Vers Samba. C'est Louis Beauvais, son éditeur, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors il nous a rappelé, Charles Aubert, comment ces romans sont arrivés chez vous et comment le premier était venu chez vous par la poste, parce que oui, ça existe encore, mais il nous a précisé une petite anecdote, c'est que vous avez commencé par le refuser avant une demi-heure après de l'accepter. Racontez-nous le souvenir que vous avez eu de ce moment-là. Alors, j'ai pas exactement le même souvenir que Charles, mais c'est toute l'histoire de la mythologie autour de la publication d'un livre. Chacun y va de sa petite anecdote. En fait, c'est la légende urbaine dans l'édition du manuscrit qui arrive par la poste. Comme vous le disiez en introduction, c'est très rare en fait. Et donc, on a vu arriver ce texte, le premier livre de Charles, Bleu Calypso, par la poste. Et non, contrairement à ce qu'il dit, on a été séduits tout de suite. On a décidé de rencontrer Charles, qui était en train, il me semble, d'écrire le second tome de sa saga Rouge Tango. Et on a décidé de le publier très rapidement et de s'engager sur 3 titres avec lui. Et puis après, on a été suivi par l'éditeur de Poche Pocket, qui s'est engagé aussi en n'ayant lu que le premier tome, en ayant lu uniquement Bleu Calypso. Sur 3 titres, Blind, ce qui est très rare en fait dans le monde de l'élève. Par coup généralement. Exactement, donc ce qui nous a conforté dans notre choix et qui a confirmé le fait qu'on était tombé sur un auteur et un écrivain même. En quoi est-ce qu'il ressemblait, il reflétait ce que vous publiez par ailleurs, parce que il nous l'a rappelé, vous ne publiez pas que du polar, mais en même temps il disait que les livres de Slatkin et compagnie, il en avait certains dans sa bibliothèque personnelle, et que ce soit du polar ou du non-polar, il trouvait un lien de parenté. Est-ce que vous aussi vous lui trouviez un lien de parenté ou une proximité avec les autres livres que vous publiez ? Bien sûr, c'est quelque chose qui est difficile à définir quand on monte une maison, c'est cette fameuse ligne éditoriale, ce que là où vous êtes attendu par votre lectorat, par vos lecteurs, par vos libraires, par les écrivains. Nous, ce qu'on a tout de suite remarqué dans les livres de Charles, c'était cette poésie, ces personnages très attachants avec vraiment une profondeur, ces dialogues emplis d'humour, mais en même temps très direct, très simple. Et c'était... alors effectivement, Slatkin et compagnie, à l'origine, un des premiers livres qu'on a publié, c'était Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Ça a tout de suite fait évoluer, obvier un petit peu notre ligne éditoriale. Et puis on a publié aussi rapidement des polars. Et comme Charles vous le disait, on réduit un petit peu la voilure parce qu'on s'est rendu compte qu'on était, étant une jeune maison, identifiée comme un éditeur de polar, ce qui n'est pas le cas. Et Charles Aubert, on a tout de suite trouvé que c'était quelque chose qu'on a appelé rapidement du polar doux. Et Charles a dû vous en parler aussi. Absolument, parce que lui, ce qui l'a aussi séduit, vous l'avez dit, Jeune Maison, parce que c'est une maison fondée en 2016, mais qui est une branche des éditions Slatkin. Et lui, ce qui l'a séduit, c'est effectivement, quand on va sur votre site internet, c'est la phrase, le slogan qui est en dessous, la douceur de lire, sachant que Slatkin étant la traduction en russe de ce mot de douceur. Donc effectivement, on n'est pas dans du polar très macabre et très très noir. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine, c'est pas très noir, effectivement.
Mais il y a un crime, il y a un meurtre, donc... Et plusieurs même. Il y a plusieurs meurtres, exactement. Mais ce qui nous a vraiment plu beaucoup aussi, c'était ce personnage principal retiré de la civilisation qui décide d'aller se rapprocher de la nature pour vivre de sa passion, de prendre le temps de vivre sa vie, et puis ces personnages secondaires qui sont vraiment très attachants. Quand on referme les livres de Charles, ils sont quand même, ils restent avec nous. Et puis c'était une belle rencontre. Charles Aubert c'est quelqu'un de bien, et c'est agréable de faire des rencontres de ce type-là dans ce métier. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que là aussi, il nous l'a dit, hein, il y a quelques discussions, mais il envoie déjà un manuscrit qui est déjà bien élaboré, et il y a une conversation, et en fait, 80% des indications sont les vôtres, et puis par contre, il décide de ne pas suivre une vingtaine de pourcents. Ce qui se passe, c'est qu'on a une particularité aussi dans notre maison, c'est qu'on attache un soin particulier au travail des textes, au travail sur les textes. Et Charles a la particularité, lui, d'être un écrivain sur lequel le travail éditorial n'est pas trop énorme, puisqu'il a vraiment une qualité d'écriture et une aisance, une fluidité dans son style qui fait que nous, c'est plutôt, comme vous dites, des suggestions, on lui propose des petites évolutions, des choses qui sont plus ou moins crédible dans son intrigue on est en fait le premier lecteur, même si on ne le sommes pas, c'est sa femme la première lectrice, mais on est le vrai regard extérieur. Exactement, on est le premier regard avec du recul, donc c'est ça notre rôle. Il est plongé dans son travail, et c'est de l'aider à avoir le même sentiment que son lecteur et que son lectorat futur. Et donc effectivement, c'est des discussions sur l'intrigue, sur certains personnages qu'on pourrait lui conseiller de travailler un petit peu plus, certains retours qu'on aurait eu de lecteurs dont on pourrait lui faire part. Et c'est tout ce travail, cette discussion commune qui permet de faire un petit peu évoluer le texte. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'editing, c'est-à-dire que quand ces discussions ont eu lieu, il nous rend le texte, puis là on le travaille. Le travail de tous les éditeurs, et puis c'est aussi l'objet d'un échange, c'est une discussion. Je crois qu'on élargit à votre maison d'édition, Louis Beauvais, donc fondée en 2016, La douceur de lire, comme slogan pour Slatkin et compagnie. Et veut dire quoi ce slogan pour vous, La douceur de lire? Quand on a créé Slatkin et compagnie, on avait vraiment la volonté de faire un petit peu, de prendre le métier à revers, et on s'est rendu compte que beaucoup de maisons créées à peu près à la même époque avaient les mêmes intentions, les mêmes attentes. Un premier credo de Slatkin et compagnie, c'était publier assez peu de titres pour pouvoir s'en occuper parfaitement. Une dizaine par an. Une douzaine maximum par an. On est 3 à travailler dans cette maison, donc on n'aurait pas le temps d'en faire 50. Et on veut que chaque livre qu'on publie soit suivi et qu'on puisse lui donner la chance de faire sa vie le plus longtemps possible. Donc ça, c'était le premier credo. Deuxième credo, c'était de travailler beaucoup les traductions, essayer de s'ouvrir à la traduction, parce qu'on en était venu à un point où on lisait plus qu'en VO, parce qu'on avait vraiment un problème avec la traduction. Donc ça a été très rapidement de s'entourer d'excellents traducteurs et d'essayer de transmettre de la littérature étrangère. Et puis, le polar est venu naturellement à nous, puisque dans nos jeunes années, on a publié des polars qui ont eu un certain succès. Donc la ligne éditoriale se crée, est mouvante et bouge toute seule. Et donc en fait, on s'est rendu compte que, comme vous le disiez, on était un petit peu identifié comme éditeur de polar, ce qui n'est pas le cas. Et donc on va essayer de faire un petit peu évoluer ça. Et Charles Aubert faisant ce qu'on appelait ensemble des polars doux, il y a vraiment une qualité poétique, il y a quelque chose dans son écriture qui est pas forcément propre à tous les polars, et c'est ce que les lecteurs ont repéré dans son style. Donc on est ravis d'avoir Charles dans notre équipe. On voit comme qu'il n'y a pas un souci, mais qu'en tout cas il y a des questions qui se posent, Louis Beauvais, entre où se positionner en tant qu'éditeur et maison d'édition sur du polar, mais pas que sur du polar. Pourquoi finalement ce choix-là de faire les deux? Et on voit que c'est pas simple, parce qu'il faut affirmer aussi que vous ne faites pas que du polar. C'est exactement ça, c'est une ligne éditoriale, c'est quelque chose d'un peu factice finalement, c'est-à-dire que c'est pour le métier, mais on se rend bien compte que quand on crée une maison, il faut pouvoir être identifié, et les libraires, c'est le marché français qui fonctionne comme ça. Chaque livre rentre dans une catégorie, et on a envie de mettre les éditeurs dans ce genre de catégorie aussi. Nous, on comprend tout à fait qu'on nous ait identifiés comme ça à l'origine, mais voilà, on évolue. On est une maison en perpétuelle évolution, donc c'est quelque chose qu'on avait fait en créant la maison.
On va plus se tourner vers l'Italie, pour être tout à fait franc, puisqu'on on a déjà un tropisme italien avec certains de nos auteurs. Mais les lignes éditoriales sont un peu mouvantes. Donc voilà, c'est le cas. Charles Aubert vous en a peut-être parlé, mais il porte des projets de livres un petit peu plus tournés vers la littérature blanche, si on peut dire, un peu moins dans le polar. Donc voilà, c'est des choses qui vont évoluer à l'avenir. C'est une maison d'édition qui reflète ce que publie Slatkin par ailleurs, quand elle n'est pas Slatkin et compagnie. Alors, c'est pas du tout les mêmes lignes éditoriales. Non, Slatkin. C'est beaucoup plus large. Hein. Exactement. Slatkin à Genève, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Slatkin est une maison assez ancienne qui publie essentiellement du régionalisme, des livres pour le marché suisse, autour de la Suisse. Et la famille Slatkin, qui est une famille d'éditeurs depuis plusieurs générations, avait la volonté de pouvoir accéder au marché international par le marché français donc, et cette marque Slatkin et compagnie a été créée, qui est tout à fait indépendante d'un point de vue éditorial, et avec la volonté quand même de faire sortir un auteur, voire 2 auteurs suisses, et d'essayer de les faire intégrer le marché français, ce qu'on a entrepris avec beaucoup de succès avec Mark Foltenauer et Nicolas Feutz, qui sont nos 2 auteurs de polar helvétique, qui marchent vraiment très bien. Et donc voilà, c'était cet objectif à l'origine, c'était pouvoir donner une visibilité globale, plus internationale, à la maison Slatkin, en créant cette imprint, cette maison indépendante à Paris, Slatkin et compagnie. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un texte chez un auteur pour que vous choisissiez Louis Beauvais de l'éditer ? On a parlé de la douceur, mais voilà, comme c'est une ligne éditoriale qui est mouvante, que c'est compliqué aussi à décrire. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un coup de cœur et vous dites ça, c'est pour moi? C'est une alchimie, c'est notre secret, je peux pas vous le dire. Non, c'est vraiment une alchimie, c'est vraiment quelque chose. Charles Aubert, c'était très particulier puisque, comme je vous le disais, le travail éditorial est très léger sur ses textes. On a vu les textes arriver, on s'est dit ok, c'est un écrivain. C'est parfois on essaie d'anticiper les sujets de société à venir. Parfois mais c'est vraiment il n'y a pas d'exclusif dans le choix de nos textes. C'est vraiment chaque auteur et chaque texte a sa particularité. Quand on achète des textes étrangers, c'est des agents qui vont nous les proposer, ou c'est des textes dont on entendra parler à l'étranger, dont on verra qui marche à l'étranger. Et donc voilà, il y a pas en tout cas chez nous, il n'y a pas vraiment de processus classique de sélection des livres. Il y a quand même quelque chose qui doit transparaître, la douceur de lire. Non, ce serait prétentieux de dire la qualité littéraire, mais on publie ce qu'on aime. Une fois de plus, c'est un petit peu prétentieux, mais comme on publie 12 livres par an, on essaye de publier des livres qu'on aime, pas des livres qui vont marcher, mais des livres qui nous font plaisir. Quitte à, on s'engage sur des auteurs, sur des carrières, sur des temps plus longs, et donc c'est vraiment le plaisir de la lecture. Mais il n'y a pas donc ça fait depuis 2016, donc depuis 5 ans, il n'y a pas la volonté, malgré tout, de publier des livres qui vont intégrer un catalogue d'une certaine cohérence. Alors, si on a cette volonté d'affirmer notre ligne éditoriale tournée vers l'Italie, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler de plus en plus. On va réduire notre ligne polar pour ne publier plus que l'excellence, et on va essayer de publier beaucoup de polars européens, puisqu'on essayait vraiment de faire, mais d'être plus identifié là-dedans. On publie toujours quelques documents. Donc c'est vrai que l'affirmer tel quel, voilà, c'est vraiment notre ligne évolue. Mais vous savez, comme je vous disais, quand on a eu le Gang des rêves en année 1, quasiment le premier livre qu'on a publié, naturellement les libraires nous identifient en fonction de ce succès. Et en fait, c'est les succès tirent la ligne éditoriale. On essaye de faire en sorte de contrôler un maximum, mais parfois certaines choses nous échappent, exactement. Malgré vous? C'est plutôt positif, c'est des choses comme ça qui nous échappent, exactement. Voilà, vos livres sont donc à découvrir aux éditions Slatkin et compagnie, dont les 3 de Charles Aubert, dont le dernier vers Samba que vous éditez, Louis Beauvais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.